Chers amis, chers abonnés, bonjour. Deuxième partie de cette vidéo, la personnalité évitante. Merci pour vos retours sur la première partie. Pourquoi je fais cette mini-intro? Eh bien parce que tout simplement la vidéo qui n'était pas du tout configurée pour être sur deux parties, elle avait bien un début qui est celui que vous avez vu la semaine dernière, elle avait bien une fin, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Je ne me voyais pas diffuser une vidéo qui partait au quart de tour sans dire bonjour, sans présentation de la vidéo et ainsi de suite. C'est pour ça que je fais ce petit ajout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo, elle est tournée depuis 2 ou 3 semaines. Donc je la monte, voilà, je l'ai montée, mais elle est tournée. C'est-à-dire que les questions que vous m'avez posées, je ne pouvais pas y répondre là dans le cours de cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que c'était déjà tourné. Donc, il y a des réponses dans la vidéo que vous allez voir qui répondent, c'est le cas de le dire, à certaines questions qui m'ont été posées. Très bien. Il y a des questions qui m'ont été posées où effectivement, moi je sais très bien qu'il n'y a pas réellement la réponse. Il y a une ébauche de réponse. Je veux bien en vidéo, puisque je réponds plus aux commentaires maintenant, je veux bien en vidéo vous répondre quelque chose. Des fois, il faut que vous preniez conscience que c'est une réponse générale. Or, vous, quand vous allez être confronté à quelqu'un qui souffre d'une pathologie ou qui présente un trouble, vous n'êtes pas face à une généralité. Vous êtes face à une organisation spécifique, singulière, particulière, subjective. Donc, entre une réponse générale, qui n'est pas d'ailleurs une réponse, c'est une approche générale ou généralisante, et le cas de figure particulier que vous allez rencontrer, il y a une marge. Et seule la casuistique répond de cette marge. Or, les éléments de casuistique, on ne les rencontre que dans les cabinets. Nous sommes d'accord. Pas dans des vidéos plutôt générales. Donc, j'avais dit que je ferais court, c'est mort. Donc ça c'est important. Quand vous me posez une question, je peux vous restituer un petit quelque chose cliniquement, mais ça répond à une forme de généralité. Or, les cas de figure dans lesquels vous n'êtes pas dans des généralités. Vous posez des questions à la mesure des expériences que vous avez eues, et cette expérience, elle est à classer, non pas du côté de la généralité, elle s'ajoute à une généralité, mais elle est un cas particulier, c'est casuistique, c'est au cas par cas. Puisque la généralité ne répond pas de la casuistique, on est d'accord. Donc quand vous me posez une question, je vous ferai toujours une réponse générale. Voilà. Si vous voulez des réponses spécifiques casuistiques, c'est la consultation, ça. C'est plus une vidéo YouTube, ça. Voilà, on est bien d'accord. Mais attention à ce genre de truc, je voulais préciser ça. Allez, je me change, et puis la deuxième partie de la vidéo commence. Bon visionnage à toutes et à tous. Si on résume l'introduction, et si on résume la définition de la personnalité évitante, elle repose sur 3 critères fondamentaux. C'est un trouble de l'inhibition sociale, certes qui rengorge d'un trouble personnel, d'une problématique personnelle, d'une structure psychique personnelle. C'est un trouble d'hypersensibilité à la critique d'autrui, et c'est un trouble permanent et récurrent de ne pas être à la hauteur. Bien évidemment, derrière ça, vous l'avez saisi, il y a un trouble de confiance assez considérable, il y a un trouble d'estime de soi tout à fait considérable lui-même également, et ça, cette structure-là fait que la personne avance en société avec ces armes-là, ces caractéristiques-là, et bien évidemment, ça lui pose problème, et c'est susceptible de poser problème à celles qui sont en face, bien évidemment, parce que ils se feront leurs interprétations, et que leurs interprétations ne correspondront pas forcément aux interprétations de la personne qui souffre de cette structure de personnalité évitante. Indépendamment de cela, vous savez très bien que il n'y a pas de structure sans caractéristiques, il n'y a pas de trouble sans caractéristiques, il n'y a pas de nosographie sans caractéristiques. La personnalité évitante en présente bon nombre, que je vais décliner. Les vidéos cliniques sont toujours, indépendamment d'une certaine analyse qu'on puisse en faire, les vidéos cliniques sont toujours un petit peu descriptives, mais j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est parfois le lot de la clinique. On décrit les phénomènes. Vous pensez bien que la thérapeutique, on regardera ça en toute fin de cette vidéo, c'est quelque chose qui est complexe à la mesure de cette structure psychique qu'est la personnalité évitante, qu'est le trouble de la personnalité. On fera aussi une petite étude extrêmement rapide, une petite étude comparative, un petit diagnostic différentiel. C'est toujours relativement utile et intéressant de le faire. On prétendra le faire de manière extrêmement succincte.
Alors, vous l'avez saisi, la personnalité évitante est une personne ou une personnalité qui évite au maximum les interactions sociales. Qu'elles soient des interactions professionnelles ou des interactions intimes, intimistes, amicales, relationnelles. Par crainte de la critique, par crainte du rejet, par crainte de ne pas être à la hauteur, par peur d'être objet de critique, parce que ce qui est insupportable en numéro 1, c'est la critique. Voilà, la critique, le rejet et la critique, sachant que la critique est assimilée à un rejet pour les personnalités présentant un trouble de personnalité évitante. Donc une grande difficulté à s'engager. Comme on l'a dit tout à l'heure, en amour ou en amitié, je ne m'engage que si je suis sûr du gars. Et si je suis sûr du gars, au moindre phénomène qui viendrait me faire dire que non, ce n'est pas lui, effectivement, il y a un dégagement tout à fait possible. Ce n'est pas par manipulation, pas du tout, il y a une confusion terrible qui se fait parfois. Il m'est arrivé de lire en rubrique des commentaires, mais je peux tout à fait le comprendre, je l'entends, mais il y a une confusion terrible, et ce trouble de personnalité, attention, n'est pas à confondre avec un autre. Vous êtes avec quelqu'un qui est donc une personnalité évitante. Je voudrais juste vous rappeler que ce n'est pas marqué sur le front de la personne. C'est-à-dire quand vous la rencontrez, la personne, c'est pas marqué personnalité évitante sur son front. On est bien d'accord, vous n'avez pas un badge personnalité évitante. Bon, donc vous n'êtes pas au courant. Ça démarre pas trop mal, machin. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Vous ne savez pas ce qu'il se passe dans la tête de l'autre. Vous vous rassurez vous-même, je comprends. La preuve, je vous explique, mais ça ne veut pas dire que vous savez ce qui se passe dans la tête de l'autre. Imaginez que l'autre brode sur un truc que vous n'avez même pas vu, qui est un épiphénomène pour vous, mais qui n'est pas un épiphénomène pour l'autre, qui est quelque chose de grave, grave compte tenu de sa problématique, non pas grave compte tenu de ce que vous avez fait. Si vous êtes toujours avec moi, on poursuit le raisonnement, et ça, la personne peut tout à fait décrocher. Et certains peuvent écrire ou penser, dire « Ah, le pervers narcissique, la pervers narcissique », elle était vachement à bloc, au taquet, il était au taquet, puis tout d'un coup il décroche. Et il joue avec moi, il me manipule. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. C'est je suis en panique totale, et donc à la limite, je me retire, je ne veux pas tirer un bénéfice de cette personne-là, je n'ai pas envie de déposer sur cette personne-là ce que je pense de moi, je n'ai pas envie de faire des choses à cette personne-là, je ne veux pas dépendre de cette personne-là, elle n'est pas mon objet qui va être ma petite main. Non, je décroche parce que je suis écrasé par ma problématique. Le pervers narcissique, j'ai dit qu'on parlerait tout à l'heure de la problématique différentielle. Et en fait, je suis en train d'édulcorer la vidéo de cette problématique différentielle. Et ça, c'est tout à fait intéressant. J'ai envie de dire, pourquoi pas, ça tombe bien, puisque je fais en fonction de mes idées, bien évidemment, mais ça vient à la mesure du cheminement de cette vidéo. Donc, attention à ça. Une personnalité évitante n'est pas une personnalité narcissique. Ce n'est pas la même structure. Certes, les deux ont un trouble de personnalité, une structure psychopathologique, sociale et relationnelle, certes, qui ne répond pas aux normes de ce qu'on est susceptible d'attendre dans une culture précise, soyons d'accord là-dessus, mais attention de ne pas affubler d'une étiquette qui n'est pas la bonne une personne qui effectivement ne présenterait pas ces caractéristiques-là. Je sais bien que tout le monde n'est pas clinicien et que d'essayer de comprendre un petit peu comment ça marche là-dedans, c'est excessivement complexe. Nous sommes d'accord là-dessus. Attention à ça et attention aux interprétations. Ce n'est pas la même structure, ce n'est pas le même mobile qui fait agir les personnes d'une certaine manière à une autre. Ce n'est pas le même rapport à l'autre. L'autre n'occupe pas le même rôle. Et ça, c'est important de le comprendre, de le définir, de le comprendre. Alors, la personnalité évitante, c'est intéressant la manière dont on analyse la situation. C'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance, donc ne fait pas confiance à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle dit. Ça va être forcément l'objet de critiques, de constats, de railleries potentielles, de contestations, de désapprobations, ainsi de suite. Donc c'est la fameuse inhibition, hein, c'est presque la définition de l'inhibition. On ne l'a pas fait tout à l'heure définir l'inhibition, mais on ne peut pas définir tous les termes du sujet, on est bien d'accord, sinon on ne s'en sortirait pas. C'est une clinique projective, donc puisque je doute de ce que je vais dire ou de ce que je vais faire et que l'autre va en penser négativement, eh bien je ne le fais pas. Mais c'est le propre de l'inhibition. C'est pas évident d'être en relation avec quelqu'un qui est inhibé. Parce que la personne qui est en face, qui est plutôt à fond, qui est au taquet, qui est à bloc, et qui n'a pas peur, hein, qui n'est pas dans le même trouble, en fait, tout simplement, pourrait se dire, mais elle est inhibée, elle en a rien à foutre de ma gueule, il en a rien à foutre de ma gueule, s'en fout de moi. Mais en fait, non, c'est un problème d'interprétation, comme d'habitude. C'est pas qu'il en a rien à foutre, c'est qu'il doute de sa capacité à œuvrer. Donc, puisqu'il doute,
Il ne le fait pas, ça ne veut pas dire qu'il s'en fout, mais c'est interprété par l'autre comme il s'en fout. Je vois bien qu'il n'est pas au taquet, je vois bien qu'il n'est pas spontané, je vois bien que ceci, je vois bien que cela. Et les problèmes relationnels sont souvent, pour ne pas dire toujours, des problèmes interprétatifs. J'interprète ce que l'autre me montre, mais l'autre, ce qu'il vous montre, il vous le montre, mais il le montre en lien avec sa problématique, dont il n'est pas toujours conscient d'ailleurs en règle générale. Voilà. Parce que vous rencontrerez rarement ce genre de personnes qui déboulent soit dans un cabinet ou soit en face de vous en disant « Dis donc mon grand, en fait, vous vous rencontrez sur une appli là, ou ailleurs, je sais pas, je sais que 80% des gens se rencontrent sur les applis, au fait, dis donc mon grand, je t'ai pas dit, hein, ouais, je suis une personnalité évitante, voilà, c'est très rare que les gens soient étiquetés, s'auto-étiquettent en tant que tel. D'ailleurs, attention aux autodiagnostics. Allez voir toujours des professionnels de la santé, hein, soyons d'accord là-dessus. Donc c'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est pas qu'ils y croient pas, il y a une telle hypervigilance, qu'il y a une telle autoprotectionnisme, que effectivement, ça sclérose complètement leurs grands désirs, leurs grandes envies et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est un énorme problème, on en parle depuis tout à l'heure. La protection avant tout, plutôt que l'attrait psychosocial, l'attrait relationnel, social, groupal ou individuel, hein, interpersonnel. Ça, c'est un culte. Voilà, je m'auto-protège, il n'y a que moi qui peux m'auto-protéger. Voilà, je vis pas bien ma solitude, parce que les caractéristiques, les syndromes qui peuvent accompagner, ensemble de signes cliniques, les syndromes qui peuvent accompagner cette problématique de la personnalité évitante, notamment sont ceux-là, isolés, hein, une certaine solitude. Et si on revient dans le diagnostic différentiel entre les personnalités, les troubles de personnalité, la personnalité évitante va pas bien vivre. D'une certaine manière, elle sait que ça l'auto-protège, la personnalité évitante, sa solitude, son isolement, mais néanmoins, elle ne va pas bien le vivre. Donc elle va prétendre à autre chose. Ça veut dire que c'est simple, mais elle va prétendre à autre chose. La personnalité schizoïde, hein, du groupe A des troubles de personnalité, donc le premier groupe, il y a 3 groupes, groupe A, groupe B, groupe C. La personnalité schizoïde ou schizotypique, elle, ça ne la dérange pas, sa solitude et son décrochage de la société. C'est ça aussi une des grandes différences. Vous voyez, on retrouve une caractéristique commune, mais en fonction des troubles de la personnalité précis, ne présente pas la même logique, ne présente pas le même agrément, ne présente pas le même prisme. La clinique différentielle, il n'y a rien de plus extraordinaire que la clinique différentielle. On est d'accord là-dessus. Enfin, on est d'accord, je sais pas si on est d'accord, mais... Alors, ce sont des gens qui peuvent, à la dernière minute, annuler un rendez-vous, une soirée, une date, parce qu'elles ont un petit bouton sur la joue, parce qu'elles n'ont pas trouvé de quoi se fringuer, elles ont toutes les couleurs, ou il a toutes les couleurs dans son armoire, mais le mec, il n'a pas su mettre, ou la nana n'a pas su mettre la couleur qui lui va bien. Forcément, quelqu'un qui n'a pas une bonne estime de lui-même, qui ne s'apprécie pas, pour lui mettre du rose, du blanc, du jaune, du rouge, du bleu, du marron, du vert, du gris, voilà, ça n'ira pas, on est bien d'accord. Le mec qui se sent bien, il se sentira bien dans du gris, il se sentira bien dans du noir, il se sentira bien dans du rouge, il se sentira bien dans du bordeaux, il se sentira bien dans du bordeaux, voilà, j'en sais rien, peu importe, voilà. Et ça, c'est toujours intéressant de voir comment les gens fonctionnent avec les couleurs, voilà, c'est ça. J'ai annulé une fois à cause de, j'ai pas trouvé les fringues que je voulais, j'avais un petit bouton sur le visage, mes sourcils étaient trop courts, j'en sais rien, bref, j'ai annulé, voilà. Tiens, l'autre m'a pas rappelé, forcément l'autre, ça l'a agacé que la personnalité évitante annule le rendez-vous, hein, en dernier moment, en groupe, en individuel, professionnel. Tiens, la personne ne m'a pas rappelé, je le savais, c'est qu'elle tenait pas à moi, c'est qu'elle ne m'aimait pas. Et voilà comment la personne, avec les années, et eu égard à tous ces ratages relationnels, hein, on est d'accord, se dit, j'avais raison, j'ai pas de valeur, j'avais raison de me protéger, cette personne-là n'était pas bonne à investir, il y avait un grand danger. Ben, potentiellement oui, mais potentiellement non plus. C'est aussi normal d'une certaine manière que quelqu'un qui est face à une personnalité évitante, qui ne sait pas d'ailleurs elle-même qu'elle est une personnalité évitante, qu'elle ne réagisse pas forcément très bien si elle se fait planter une fois ou 2 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, d'où la norme. Tu plantes pas, c'est pas une norme, mais tu plantes pas quelqu'un au dernier moment, une fois, au pire une fois parce qu'il y a une circonstance atténuante, mais 2 fois, ça tient moins debout, 3 fois, c'est plié. Vous voyez, la norme sociale, la norme relationnelle. Et au pire, si tu plantes pas au dernier moment, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est ça qui fait que ça multiplie, surmultiplie ces exemples, ces certitudes que ça ne peut pas fonctionner en société, qu'il n'y a pas de la place pour moi et que l'autre n'est pas susceptible de m'aimer. Et ça, on l'aura bien analysé cette fois-ci, hein, on est d'accord là-dessus, mais c'est capital de comprendre ça. J'ai plein de patients qui m'ont téléphoné et ils sont
effectivement face à ce qu'on pourrait décrire, je diagnostique jamais à distance, on est bien d'accord, c'est pas le but, mais on présume il y a un faisceau d'indices qui pourrait effectivement déterminer, venir dire qu'il s'agirait bien d'une personnalité évitante. Sans diagnostic posé, mais il y a une présomption, il y a une très forte présomption, il y a un très fort faisceau d'indices. Alors les syndromes associés, il y en a plein. Un trouble anxieux, un trouble dépressif, rougir en société, balbutier, bégayer, timidité, crise de larmes. Ce sont des personnes qui sont plutôt solitaires, isolées, comme on en a parlé tout à l'heure, et on a fait un distinguo clinique avec les personnalités schizotypiques et schizoïdes. Premier groupe des troubles de personnalité, il y en a 10, hein, sur 3 groupes. Le contact est plutôt limité, souvent associé, je l'ai dit tout à l'heure, souvent associé à une personnalité dépendante, mais pas avec les mêmes rouages et les mêmes mécanismes qu'une personnalité dépendante. Il y a une phobie sociale, dont bien souvent, effectivement, quid de la véracité clinique entre un trouble de phobie sociale et une personnalité évitante. La frontière est excessivement ténue. C'est pour ça qu'il faut le rajouter à d'autres. C'est pour ça que le diagnostic différentiel est super intéressant, parce que des fois, d'autres informations qui viennent se greffer, d'autres signes cliniques qui viennent se greffer, d'autres symptômes, un autre syndrome, pourraient effectivement permettre de mieux diagnostiquer quelqu'un. Tout comme d'ailleurs on peut avoir un diagnostic multidifférentiel, c'est-à-dire se rendre compte que quelqu'un a bien une personnalité évitante, a aussi une personnalité border, voilà. Et ça c'est très intéressant de se rendre compte. On peut effectivement avoir plusieurs types de diagnostics différenciés et qui viennent comme ça subséquemment. C'est pas parce qu'on retrouve des ramifications avec effectivement d'autres troubles de personnalité, notamment paranoïdes, hein, puisque l'autre ne va pas m'aimer, puisque l'autre va me critiquer, il y a bien une construction un petit peu paranoïde, hein, le groupe A encore de nouveau des troubles de personnalité, voilà, mais c'est pas la même chose. Une personnalité évitante n'est pas pour autant une personnalité paranoïde. Après, s'il y a plein de signes et si la personne répond à plusieurs signes, hein, il y a souvent une liste, une batterie de symptômes, de caractéristiques. Si la personne présente, par exemple, je ne sais plus combien sont les caractéristiques du trouble paranoïde, mais admettons que ce soit 5 ou 6, il suffirait que la personne en ait 4, effectivement, on peut diagnostiquer aussi un trouble de personnalité paranoïde. Voilà. En plus de la personnalité évitante. Tout ça est possible. Il y a cette classification des troubles de personnalité, mais néanmoins, tout en étant dans la classification des troubles de personnalité, on peut avoir plusieurs étiquette clinique, on peut avoir un diagnostic de plusieurs troubles, c'est possible, concomitamment, subséquemment et ainsi de suite. Bon, pour conclure, effectivement, cette problématique-là, c'est un trouble assez ancien, c'est une structure psychique ancienne, puissante, très rigide, qui répond bien évidemment d'une psychothérapie longue pour essayer de comprendre d'abord ce qui s'est mis en place, de soulager des choses et puis de petit à petit de réorganiser un certain nombre de choses. Il y a tout un rapport à soi, il y a tout un rapport à la société, il y a tout un rapport à sa propre parole, il y a tout un regard à regarder, à poser sur soi-même et non pas d'être concentré sur le regard exclusivement de l'autre. Être concentré sur le regard de l'autre sous-entend une négligence de son propre regard, voire même une inexistence de son propre regard. Or la vie ne fait que vous renvoyer que à votre propre regard. Quel regard vous portez sur les choses? Certes, parfois vous avez un regard péjoratif, bien évidemment, mais un regard péjoratif peut être susceptible de s'améliorer, de se comprendre et de s'améliorer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas validé et valorisé un certain nombre de choses que vous faisiez depuis votre plus tendre enfance que forcément c'est voué à l'échec. Voilà, à un moment donné, vous êtes capable de dire « je vais apprendre », c'est un apprentissage, hein, à regarder les choses différemment, à valoriser les choses différemment. Et ne pas savoir faire quelque chose ne veut pas dire que vous êtes bon à jeter au lion, ça n'a rien à voir. Il y a plein de trucs que je ne sais pas faire. Moi, il y a plein de trucs que je ne sais pas faire, je l'accepte, et pour certains trucs, j'essaie de les faire progresser au quotidien. Donc nous sommes tous face à quelque chose que l'on ne sait pas faire. Ça ne veut pas dire que nous sommes une personne à mettre à la poubelle ou qui n'a pas de valeur pour autant. Vous voyez, c'est très intéressant ce genre de prisme, ce genre de réflexion. Indépendamment de la thérapie, de cette thérapie, cette psychothérapie qui permet effectivement de... C'est un boulot là, c'est un gros boulot, hein, c'est un gros travail de fond, mais faisable, et vaut mieux un travail de psychothérapie de fond que rien du tout. Je pense que nous serons tous d'accord là-dessus. Libre à chacun, bien évidemment, d'œuvrer, d'acheminer ce travail thérapeutique sur lui-même. Bien sûr, c'est un problème de l'enfance, hein, ce sont des syndromes
un syndrome, des symptômes qu'on retrouve pendant l'enfance, isolement, copain exclusif, copine exclusive, une forme de dépendance aux parents, de faire des choses que quand les parents sont là et quand les parents sont pas là, les choses sont complètement différentes. Le problème des ruptures entre les parents, porter une responsabilité, un deuil trop élaboré, impossible, voilà, une culpabilité importante, trouble de confiance bien évidemment, n'agir que quand voir que l'enfant il n'agit que quand il est en confiance, quand il n'est pas en confiance il n'agit pas, il est sclérosé, il n'ose pas. L'enfant porte éventuellement une faute, voilà, il a l'impression qu'il a mal agi, ou on lui a fait comprendre qu'il avait mal agi, il porte cette faute a pris des proportions pas possibles, il est responsable de quelque chose, donc voilà, il ne peut pas avoir une belle valeur puisqu'il est responsable de quelque chose. Voilà, telle cause a généré tels effets. Et donc on a une construction psychologique extrêmement complexe. Et il suffit qu'il y ait un relationnel lui-même très complexe, attention aux dérives que ça peut générer, à la structure psychique que c'est capable de créer, d'engendrer. Voilà, les parents cassants, pas forcément super considérants, voilà. T'as eu combien en maths? 18? Ok, 18, t'aurais pu avoir 19. Allez hop, vas-y, prends ça dans le pif. T'as eu 18, d'accord. Est-ce que c'est la meilleure note? Non, il y a un mec qui a eu 18,5. Ah, bah t'as pas la meilleure note alors, je suis pas content, c'est pas bien, la prochaine fois, faut que tu sois le premier. Voilà. Un gamin, il veut pas être jugé et apprécié à la mesure des notes qu'il reçoit à l'école. On est d'accord. Il veut être aimé et apprécié pour ce qu'il est, lui. Voilà, un gamin, il veut recevoir, il s'en fout. Ses notes de scolarité, il veut bien bosser. Ils sont pas contre en général les mômes pour bosser à l'école. Mais ils veulent être considérés pour ce qu'ils sont. Voilà, attention à ça. Attention de ne pas regarder à côté de ce qui est réellement la valeur d'un enfant. Voilà, le but, bien évidemment, c'est de montrer à votre gamin, à tous vos enfants, même si vous en avez plusieurs, c'est si j'en voulais un comme toi, c'est toi que je voulais. Voilà. Et tu me déçois pas en tant que tu es. Tu as des difficultés en maths, tu as des difficultés en français. C'est pas le problème, ça. En tant que tel, en tant que personne, ça me plaît ce que tu es. Ça me plaît qui tu es. Voilà. Et ça, c'est important pour un gamin de sentir ça, de se sentir aimé pour ce qu'il est lui, pas pour ses performances sportives ou ses performances scolaires, et ainsi de suite. Tout ça sont des signes intéressants. Ça veut dire que ce sont des signes sur lesquels il est souhaitable de travailler pour éviter l'instauration de cette clinique, finalement, de personnalité évitante. Les premières relations vers 15, 18, 20 ans, forcément, on va avoir un effet, un coefficient énormissime. Il suffit que les choses tournent mal, imaginez les déflagrations que ça va générer, la perte de sens de la vie, c'est bien le problème, et effectivement, comment ça va renforcer l'idée que, oui, ça passe pas, ça peut pas passer, on peut pas m'aimer. Enfin, quelqu'un doit pouvoir m'aimer, mais lui, c'était pas lui, voilà, c'est quelqu'un d'autre, et les relations sont très fantasmées, et très rêvé. La vie, c'est pas un rêve, c'est la réalité. La réalité, il faut avoir des outils pour pouvoir l'appréhender, l'affronter, l'appréhender. Appréhender dans le bon sens du terme. Vous savez que c'est un mot double. Alors, au niveau du diagnostic différentiel, même si la vidéo a été remplie de cela, effectivement, attention de ne pas confondre une phobie sociale avec une personnalité évitante. La structure psychique n'est pas la même. Une phobie sociale serait plutôt une structure névrotique. La personnalité évitante n'a pas une structure névrotique, elle a une structure d'un trouble de personnalité. Ce n'est pas la même structure. Donc déjà, n'étant pas la même structure, les effets, les motifs de fonctionnement en lien avec une situation ne vont pas être les mêmes puisque la structure n'est pas la même. Certes, il y aura des similitudes, mais il n'y aura pas que des similitudes, il y aura aussi des divergences. Et ce sont ces divergences qui font que, cliniquement, on voit bien que ce n'est pas la même structure, qu'on ne le traite pas de la même manière, et qu'il ne s'agit pas de la même cause, et qu'elle ne génère pas les mêmes effets. Ce n'est pas la même chose. Attention à ça, sans vouloir revenir au structuralisme, mais l'être humain, c'est quand même difficile de s'émanciper de sa structure, puisqu'il va fonctionner en fonction de sa structure. Donc attention aux erreurs qui pourraient être produites sur ce terrain-là. Quitte à poser simultanément tout à l'heure un diagnostic différentiel, c'est-à-dire effectivement de dire, voilà, telle personne, elle a bien un trouble de personnalité paranoïde, ok, elle a bien un trouble effectivement de personnalité évitante, puisqu'elle est persuadée que ça ne peut pas aller dans son sens, ou que telle personne qui lui dit qu'elle a de l'intérêt, elle n'y croit pas, et qu'elle va forcément vouloir se prouver le contraire, voilà, on pourrait retrouver ça, donc il y aurait bien les deux. Ok, il peut y avoir d'autres troubles, ok, mais c'est bien simultanément de les diagnostiquer. Voilà, on ne met pas forcément ça dans un lot. Voilà, alors trouble de personnalité, que là, quand on a un coup de tampon, c'est réglé. Rien n'est réglé. Voilà, on ne peut pas se contenter d'un trouble de personnalité, c'est pas possible. Parce que ça n'aiderait en rien, et ce n'est pas un bon diagnostic. Ça commencerait à se rapprocher d'une ébauche de diagnostic, mais pas d'un diagnostic.
on va rentrer dans une confusion des genres, on va s'éloigner de la véritable... On prend le risque de s'éloigner de la véritable problématique de la personne, on prend le risque de la classer dans une classification, c'est le cas de le dire, qui n'est pas la sienne et qui ne correspondrait pas réellement à sa structure psychique. Le diagnostic est quelque chose d'excessivement compliqué, nous sommes d'accord, mais néanmoins, je pense que c'est important d'avancer à tâtons s'il le faut, mais avec les bonnes informations, la bonne interprétation, la bonne lecture, pour bien diagnostiquer. Un bon diagnostic génère effectivement un bon traitement, pharmacologiquement parlant, et surtout psychothérapeutiquement parlant. Si on se plante de diagnostic, effectivement, vous pourrez mettre tout un tas de choses en place, mais ça ne correspondra pas forcément à la problématique de la personne. Et ça, le diagnostic, c'est toujours extrêmement complexe. Le trouble anxieux +++, il ne faut pas confondre un trouble anxieux +++, comme on pourrait l'appeler, voilà, avec effectivement une personnalité évitante. C'est évident que la personnalité évitante a un trouble anxieux, mais on peut pas. On sait que c'est une de ses caractéristiques, mais ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a, d'une certaine manière, qu'un trouble anxieux. Quelqu'un qui a un trouble anxieux n'en fait pas pour autant une personnalité évitante. Une personnalité évitante a un trouble anxieux, quelqu'un qui a un trouble anxieux n'a pas forcément une personnalité évitante. Attention, 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 attention. Et il y a une confusion des genres, c'est normal, c'est très technique, c'est complètement normal. Mais il y a une confusion des genres qui est faite extrêmement régulièrement, et je peux le comprendre, hein, parce que la mécanique psychique est extrêmement technique, extrêmement pointue, c'est complètement normal, mais attention de ne pas confondre et de ne pas estampiller, de ne pas mettre une étiquette diagnostique, alors que ce n'est pas sur la bonne personne, tout simplement. Il est en tout cas, quoi qu'il arrive, fondamental de bien distinguer les psychopathologies. Les cliniciens, les psychiatres et tout ce qui s'ensuit ne font en règle générale pas cette erreur-là, même si c'est très compliqué de diagnostiquer. Mais effectivement, celui qui ne connaît pas tout cela, il peut tomber dans des pièges absolument effarants. Et puis d'ailleurs, on est dans la gestion de personnes, on n'est pas dans le diagnostic, on est dans la gestion de personnes. La question qu'il faut vous poser quand vous êtes face à quelqu'un, c'est toujours intéressant de mettre des vignettes cliniques. Tout a un nom maintenant, vous le savez. Hein. Voilà, peut-être même trop, mais enfin c'est comme ça. Tout a un nom. C'est bien beau de dire, tiens, c'est là, cette personne elle a tel trouble, tel ceci, tel cela. On fait quoi après ? C'est quoi la vignette clinique? Est-ce que ça n'enferme pas finalement la relation à l'autre? Attention à ça. Votre seul intérêt, vous, c'est peut-être de comprendre, j'entends bien. Et cette vidéo participe à la compréhension des choses. On est d'accord. Mais surtout, c'est comment, relationnellement parlant, comment je gère cette personne-là qui présente cette caractéristique-là. Peu importe son nom, si je puis dire, peu importe le diagnostic, comment je gère cette personne-là. C'est ça qui me paraît intéressant, fondamentalement. J'ai pris un plaisir absolument immensissime à faire cette vidéo. Elle sera extrêmement longue, à la mesure de ce qui me semblait bon de dire. C'était fluide, ça sortait bien. Je pense que c'est mieux que la première vidéo que j'ai faite. J'ai bien fait de la refaire. Ça va être long. J'espère que ça va répondre à plein de questions. Ça va être très bien, je ne suis pas dupe. Plus on répond à des questions, plus ça génère d'autres questions. Hein. On est d'accord? Mettez-les en commentaire. Ok, je ne répondrai pas, mais j'en prendrai peut-être note pour faire une vidéo future sur les sujets que vous avez amenés dans la rubrique des commentaires. Voilà. À très bientôt. Prenez grand soin de vous.